News. Dans ce journal, il sera question de l'avenir de la présence militaire française au Sahel, un avenir qui sera connu cette semaine après la rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et les chefs d'État ouest-africains et européens. Également à la une de cette édition, les journées d'échange entre le ministère de la Défense et des anciens combattants et la presse, une activité pilotée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. À l'international, nous parlerons de la RDC. La menace de la faim est aux portes de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Evening News. Pour commencer ce communiqué, la direction de l'ONG ASDAP constate que depuis quelques jours, une information circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une formation à son siège à Faladjestima, rue 876, porte 29, moyennant un frais de 50 000 francs CFA, assorti d'un contrat de 4 ans avec usurpation de l'identité du directeur exécutif. Il est donc évident que là où les personnes derrière cette information, joignable au plus 223 60 34 35 07 et plus 223 76 78 07 18, cherchent à nuire à la réputation de l'ONG ASDAP et à son directeur exécutif. En conséquence, la direction de l'ONG ASDAP informe l'opinion nationale qu'elle n'est associée ni de près ni de loin à cette fausse information et tient à apporter un démenti formel à cette contre-vérité. Le monde de la radio a célébré ce dimanche 13 février 2022 la journée mondiale de la radio. Pour cette 11e édition, l'accent a été mis sur radio et conscience. Au cours de cette journée, diverses activités sont menées à travers le monde pour sensibiliser le public sur l'importance de la radio ainsi que ses enjeux. Aïssata Traoré. Entériné un 3 novembre 2011 par l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, le 13 février est devenu depuis la Journée mondiale de la radio. Une journée consacrée aux stations de radio et à leurs auditeurs. Pour cette 11e journée, le thème retenu est radio et confiance. La célébration de la Journée mondiale de la radio est mise à profit pour mieux sensibiliser le public et les médias à l'importance de la radio. Ainsi, selon différents rapports internationaux, la radio reste et demeure l'un des canaux de communication les plus fiables et les plus utilisés par les communautés à travers le monde. Cette capacité unique de toucher un public plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, du fait de son accès rapide et abordable à l'information en temps réel. D'où l'un des objectifs majeurs de cette journée, visant notamment à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Les stations de radio devraient donc desservir les communautés diverses en leur offrant une grande variété de programmes, de points de vue et de contenus, où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Au plan national, la célébration de la Journée mondiale de la radio intervient dans un double contexte lié à la crise sécuritaire et sanitaire. À travers la sensibilisation des populations et une large diffusion des informations fiables et accessibles, les stations de radio jouent ainsi un rôle important en tant que relais et participent à leur manière à la stabilisation du pays. Cela dans le respect de l'éthique et de la déontologie pour ne pas avoir l'effet inverse. C'est dans cette optique que le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, en tandem avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, ont marqué cette 11e édition à travers une journée d'échange sur différents thèmes comme l'éthique, facteur de confiance dans le journalisme, les challenges en tant qu'entreprise de presse, radio et confiance, quelle relation? Notons que l'édition 2022 de la Journée mondiale de la radio est divisée en 3 sous-thèmes, à savoir la confiance dans le journalisme radio, confiance et accessibilité, confiance et visibilité des stations de radio. En prélude au sommet Union africaine-Union européenne, Emmanuel Macron va rencontrer à Paris le mercredi prochain les chefs d'État ouest-africains et européens pour évoquer l'avenir de la présence française et européenne dans la région. Selon une source diplomatique, le président français devrait annoncer
le retrait des troupes françaises du Mali, mais également de la mission européenne Takuba. Arona Salia connaît. Barkhane va-t-il partir ou rester au Mali? C'est la grande interrogation qui taraude les esprits depuis les dernières évolutions de la tension politico-diplomatique entre la France et le Mali. Selon nos informations, le président français Emmanuel Macron organisera ce mercredi à Paris un mini-sommet qui sera largement consacré à la situation au Sahel. Cette rencontre qui précédera le sommet conjoint de l'Union européenne avec l'Union africaine à Bruxelles verra la participation des chefs d'État, notamment Mohamed Bazoum du Niger, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, Mohamed Idriss Déby du Tchad, ainsi que Macky Sall, le président en exercice de l'UA. Selon les autorités françaises, l'issue qui doit être donnée à la présence militaire française au Mali sera connue le mercredi. Certaines sources disent que le président Macron devrait annoncer dans la soirée du mercredi, conjointement avec l'UE, le retrait définitif des militaires français déployés au Mali. Par ailleurs, tout est encore en discussion, ça dépendra des décisions, explique une source diplomatique française à RFI. Quoi que soient les conclusions de cette rencontre à l'Élysée, l'état-major des armées françaises s'apprête à une réorganisation du dispositif militaire français qui devra par ailleurs s'articuler avec une intensification de la coopération sécuritaire avec les capitales ouest-africaines directement concernées à l'instar de Niamey, Abidjan ou encore les pays côtiers au premier rang desquels le Bénin et le Togo. À l'allure où vont les choses, la force Takuba et la mission européenne de formation EITM restent également en sursis. D'ici là, les regards sont rivés vers Paris pour connaître l'épilogue de la chronique d'un divorce annoncé. Toujours avec la thématique de la sécurité, du jeudi 10 au vendredi 11 février 2022, le ministère de la Défense et des anciens combattants a organisé des journées d'échange avec les directeurs de publication des médias, pilotés par la direction de l'information et des relations publiques des médias d'IRPA. L'activité a eu lieu à l'école de maintien de la paix Alioune Blondin-Beye de Bamako, avec le soutien du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité d'ICAF. En ces temps de crise politico-sécuritaire que connaît le Mali, les forces armées maliennes sont parmi les acteurs qui se retrouvent au cœur des actions et aussi des attentions. Dans cette situation, en plus des FAMA, se trouvent les hommes de médias. Ils jouent également un rôle important, d'où ces journées d'échange. Alors c'est important que la presse, les médias étant les relais de l'information et de la communication puissent composer avec les forces armées maliennes pour véhiculer la bonne information sur les activités des FAMA, sur tout ce que les forces armées maliennes entreprennent de nos jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Ayant pour vocation d'accompagner les structures étatiques ou autres dans la promotion de la bonne gouvernance et du secteur de la sécurité, DICAF, à travers son coordinateur résident, dit apprécier l'initiative, raison pour laquelle il reste engagé pour appuyer cette dynamique partenariale. C'est certain que cette initiative va impulser la perfection et la performance dans la communication institutionnelle sur les thématiques de sécurité dans l'intérêt de la gouvernance du secteur de sécurité. DICAF reste engagé pour appuyer cette dynamique partenariale entre l'institution militaire et les médias autour des missions des forces de défense et de sécurité et les enjeux liés à la gouvernance du secteur de sécurité. Du côté des acteurs de médias, de telles opportunités sont les bienvenues, car permettent d'endiguer des malentendus entre FAMA et médias, tels que la méfiance. Ces journées sont les bienvenues parce que les relations entre l'armée et la presse sont assez délicates. Des deux côtés, il y a de la méfiance. La presse se méfie de l'armée, l'armée se méfie de la presse. Il faut chercher à endiguer cette méfiance. Ceci se passe par la collaboration, des partenariats, des échanges. Et aujourd'hui, le terrain est ouvert pour ces échanges. Je pense que c'est une bonne chose. Conscient que chacun doit jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs communs, des attentes ont été formulées au cours de ces journées d'échange.
Si les femmes attendent principalement des patrons de presse la prise en compte de la sensibilité de l'information militaire et sécuritaire dans la préservation de la cohésion sociale et nationale, les hommes de médias en attendent aussi des FAMA. Il s'agit entre autres de d'autres cadres de formation ou d'échange comme celui-ci, ou encore de l'accessibilité à des sources fiables côté FAMA afin que la presse puisse véhiculer la bonne information. 14 février, la Saint-Valentin ou fête des amoureux. Si l'événement est d'origine occidentale, il prend cependant une ampleur mondiale. Ici, au Mali, notamment à Bamako, la capitale, la Saint-Valentin est fêtée par certaines franges d'âge de la société, pour la plupart juvéniles. C'est une occasion de s'offrir des cadeaux et de faire des soirées en amoureux. Saint-Valentin, l'engouement autour d'une fête des amoureux, c'est un reportage de Cheikh Omar Mariko. Un ours géant en peluche à l'entrée des Halles de Bamako, centre commercial de la commune 6, tout un symbole de la fête de Saint-Valentin. Pour l'occasion, des colliers, des chaînes, des fleurs sont étalés à perte de vue pour le plaisir des amoureux. C'est la Saint-Valentin. Je suis venu acheter des cadeaux pour mon amour. La Saint-Valentin est très importante dans une relation. C'est pour prouver à son partenaire qu'on l'aime et pour pérenniser la relation. On en profite pour faire des cadeaux et rendre sa Valentine ou son Valentin heureux en le prouvant avec des cadeaux précieux. Pas chers mais précieux. Pour certains, c'est une fête pour les copines. Pour d'autres, c'est l'amour sur toutes ses formes. J'ai acheté un cadeau pour mon chéri. La Saint-Valentin, ça signifie la fête des amoureux. La fête des amoureux. L'occasion de la Saint-Valentin, ce n'est pas que des couples qui s'achètent des cadeaux. C'est une occasion pour un enfant et sa mère ou quelqu'un envers qui on a de l'estime de s'offrir des cadeaux. Un cadeau, c'est un honneur. Je suis venue chercher des cadeaux pour ma meilleure amie. J'ai acheté des tapettes. À ce titre, pour agrémenter la soirée, si certains optent pour les boîtes de nuit, pour d'autres, c'est juste fêter à la maison ou seulement pas de fête. Je vais pas fêter. Je vais laisser à la maison, moi avec ma femme. On va fêter là-bas. D'habitude, je ne suis pas trop fan de ces fêtes-là. Moi, mon amour, je le prouve chaque jour. Je prévis de faire une petite surprise à madame. Je vais l'inviter à sortir, aller au Ryan, donc l'offrir un iPhone 12. Ce soir, je vais faire un cadeau à mon partenaire et lui aussi va m'en faire un. Et on va sortir pour fêter ça. Et on va fêter à la maison. On va fêter à la maison. Je vais fêter, mais ça sera ici au Hall de Bamako, parce qu'on est des vendeurs. C'est une fête des amoureux, voilà, mais moi je ne fête pas. J'ai beaucoup fêté, là aujourd'hui je pense que c'est assez pour moi. Peut-être je le fêterai avec ma femme dans les prochaines années. La Saint-Valentin, cette fête d'origine occidentale, commence à s'intégrer dans la société malienne. En effet, plusieurs versions historiques sont données à cette fête. Selon des sources, c'est la célébration de la mort de Valentin ou Saint-Valentin qui continuait à célébrer les mariages en l'an 400, malgré l'interdiction par l'autorité. L'empereur Claude II voulait interdire les mariages pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Il ordonna alors d'exécuter le moine Saint-Valentin le 14 février 494. De toute évidence, c'est une fête bien intégrée dans la société bamakoise pour célébrer l'amour. L'amour qui semble triompher de tout, même après la mort de Saint-Valentin en l'an 494. Et pour l'image du jour, nous allons vous parler du Petit Palais, joyau architectural édifié par Charles Giraud entre la Seine et les Champs-Élysées. Le Petit Palais s'inscrit dans un environnement monumental exceptionnel. Avec le Grand Palais et le pont Alexandre III, ils forment un ensemble conçu spécialement pour l'exposition universelle de 1900. Il a été ensuite converti en musée des Beaux-Arts en 1902 pour abriter les riches collections de la ville de Paris, tout en continuant à présenter une importante programmation d'expositions temporaires. Le Petit Palais se distingue par la variété de ses volumes et l'ingéniosité de leur agencement, ainsi que par la richesse de son décor. Plus de 20 ans, de 1903 à 1925, ont été nécessaires pour compléter les décorations peintes et sculptées du Petit Palais, destinées à glorifier la ville de Paris et à célébrer les bienfaits de l'art.
En 1903 et 1910, Albert Besnard exécute 4 panneaux d'inspiration symbolistes pour le vestibule d'entrée du musée, la mystique, la plastique, la pensée et la matière, pour couvrir les voûtes du portique du jardin Paul Baudouin, qui fut élève de Puvis de Chavannes, réinvente l'art de la fresque et retrouve une technique de décor oubliée depuis la Renaissance, rythmée par des médaillons où figurent les mois alternant avec les heures du jour et de la nuit. Les 3 grandes sections de la voûte sont scandées par les figures féminines des saisons. Après l'image du jour, retrouvons Ibrahim Aguindo pour le récit de l'actualité internationale, la page internationale. Le paisible village de Kindouti, dans la périphérie de Kinshasa en République démocratique du Congo, est de plus en plus en proie à la famine. La dévastation des champs par les rongeurs serait la cause. Il n'y a pas de compagnie ici. Il n'y a plus de forêt. Nos champs sont dévastés par des rongeurs qui mangent nos patates. On n'a pas les moyens de faire de bonnes récoltes. C'est tout cela qui est à la cause de la faim dans le village. À la situation, la chef du village interpelle le gouvernement congolais. Concernant cette situation de famine, que le gouvernement envoie des machines pour faire la jachère pour pouvoir mieux cultiver. Qu'il nous aide, nous avons beaucoup de difficultés. Pour éviter une situation plus dramatique, le programme alimentaire tente de mettre en place des projets pour aider les populations locales. Où nous avons 4000 ménages que nous allons accompagner pendant 2 ans et où le gouvernement a un rôle plus important que... C'est vrai qu'en RDC, il y a 27 millions de personnes qui sont en situation de crise ou d'urgence en termes d'insécurité alimentaire. Ici à Nsele, on est dans une situation où on est à un pas de ce précipice de la faim et c'est justement la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial fait ce genre de projet. La République démocratique du Congo est parmi les pays du monde comptant le plus grand nombre d'habitants qui souffrent de la faim, avec plus d'une vingtaine de millions de personnes concernées. Les patineurs artistiques français Gabriela Papadeschi et Guillaume Cicéron se disent super fiers d'avoir remporté leur première médaille d'or olympique en danse sur glace, battant une nouvelle fois leur propre record du monde au passage. Et oui, c'était un super beau moment, super inspirant. Je m'en rappelle très bien en fait, donc je pense que j'ai porté ce beau moment olympique pour la France avec moi jusqu'à aujourd'hui et on est super fiers d'avoir ramené un nouveau titre pour la France. Le couple Assina et Pserat, Guillaume espère que leur couple fera rêver d'autres jeunes patineurs. Pareil, je pense que Marina et Gwendal, c'est un couple évidemment qu'on a regardé quand on était enfant, qui nous a fait rêver. Et je pense que voilà, ça me fait penser à peut-être les enfants, les jeunes patineurs qui nous regardent aujourd'hui, puis qui, je l'espère, diront la même chose dans peut-être 4 ans, 8 ans, on ne sait pas. Pour le couple de patineurs, Papadeschi et Cicéron, les 18 années passées ensemble ont été la clé du succès. Au sud du Yémen en guerre, 5 personnes ont été kidnappées vendredi alors qu'ils retournaient vers la ville portuaire d'Aden, après avoir accompli une mission sur le terrain, selon un porte-parole de l'ONU. Ils ont kidnappé des employés d'Ocha alors qu'ils revenaient en voiture de la province de Chabwa. Ils ont été enlevés sur la route entre Moudia et Al-Kourdia. Le gouvernorat d'Abidjan, déjà sur les traces de l'enlèvement, promet que les choses iront bien. Nous avons été chargés par le gouverneur de suivre l'enlèvement de la délégation et des voitures. Nous travaillons également avec les autorités militaires. Les comités travaillent depuis hier et si Dieu le veut, les choses iront bien dans les prochaines heures. La 3e édition du festival Agna se tiendra du 22 au 26 février 2022 à Koulikoro.
Durant une semaine, la cité du Méguétan vibrera au rythme d'une pléiade d'activités artistiques et culturelles alléchantes. Un accent particulier sera mis également sur l'innovation technologique en milieu culturel. L'information a été donnée par les organisateurs lors d'une rencontre avec la presse ce samedi 12 février 2022 à l'espace Walaha. Reportage Youssouf Kone, El Hadji Malik Guiteye. Né de la fusion du festival Ciné Ado et le festival du désert de Tombouctou, le festival Agna offre chaque année sur l'île du fleuve Niger à Koulikoro une programmation artistique combinant cinéma et musique. La 3e édition du festival prévue du 22 au 26 février 2022 mettra un accent particulier sur l'innovation technologique, d'où le thème patrimoine et innovation. Objectif, valoriser les patrimoines culturels en vue d'un impact socio-économique sur la jeunesse malienne. Un festival doit toujours avoir une raison sociale. Quand un festival s'organise, il faut qu'après, qu'il y ait des retombées, précisément. Et donc nous, on a juste réfléchi, ce qu'on peut apporter justement au Mali, c'est de mettre des actions en place qui permettront justement à la jeunesse d'avoir de l'emploi. Et avoir de l'emploi avec la culture, on a juste choisi le patrimoine, parce que nos patrimoines sont une richesse. Alors pourquoi ne pas transformer ça à des centres créatifs qui peuvent permettre aux jeunes, à des jeunes, d'avoir de l'argent, de créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces thèmes cette année, patrimoine et innovation. Et le côté innovation, c'est juste comment transformer nos patrimoines en opportunités économiques et sociales. De l'innovation certes, mais la 3e édition du festival Agna, c'est aussi des manifestations de culture populaire, notamment des grandes scènes musicales et des projections de films à travers toute la cité d'Iméguétan. Une 50aine de films seront projetés tout au long du festival. On a décidé de faire 3 grandes soirées de concerts justement, où il y a une 30aine d'artistes justement qui vont prester, et notamment les artistes de renom, Salif Keita, Ibawan, et plein d'autres connus justement du secteur musical au Mali. Le côté cinéma cette année, ça s'est largement développé parce qu'on a reçu une centaine de films venus d'une 20aine de pays africains et de la diaspora justement, où après les sélections, les critères prédéfinis, le jury a pu sélectionner une 50aine de films. Comme chaque année, la contribution du Festival des déserts de Tombouctou ne fera pas défaut lors de cette 3e édition. La culture du Nord s'implantera sur l'île du fleuve Niger, à travers notamment un village nomade du désert. C'est le festival qui a pensé aussi du Mali à ramener tout ce qu'on a comme culture, artisanat, musique, et installer un village nomade sur les sables. Parce qu'on a trouvé du sable au milieu du fleuve Niger, à quelques kilomètres de Bamako, où on a vu qu'on peut faire les installations quasiment comme on les faisait à Tombouctou. On a installé ces tentes, on amène les danseurs, les musiciens traditionnels, qui offre un vrai spectacle du désert. Notons qu'un camping et une foire artisanale innovante sont également au programme de cette 3e édition. Après la débâcle des Aigles du Mali à la CAN 2021 au Cameroun, des voix continuent de s'élever pour exiger le départ du sélectionneur national Mohamed Magasuba. Décrié par de nombreux observateurs, le technicien malien et instructeur FIFA est finalement lâché par les supporters. Le point avec Amadou Tolo. Rien ne va plus entre le sélectionneur national des Aigles du Mali et les supporters. En effet, dans une déclaration, le vice-président de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, INASAM, Chekna Demba, a appelé les autorités sportives du pays à limoger Mohamed Magasuba ou à renforcer son staff par un collège d'entraîneurs. Faute de quoi, une grève de faim est envisagée devant le siège de la FEMAFOOT à partir de vendredi prochain. Nous avons toujours accompagné Magasuba jusque-là, mais au regard de l'état actuel des choses, au niveau de la sélection nationale de football, nous interpellons le président de la transition, le chef du gouvernement, le ministre des Sports et le président de la FEMAFOOT à le remercier ou, au pire des cas, à former un collège d'entraîneurs autour de lui pour qu'on puisse arracher notre billet au Mondial 2022, a-t-il déclaré. Et de souligner que depuis la venue de Mohamed Magasuba à la tête de l'équipe en 2017, le Mali ne parvient plus à accéder au dernier carré d'une CAN. Cela veut dire qu'il y a un problème.
Le mal est connu et nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Une équipe qui ne marque pas de but ne peut pas prétendre aller loin dans une CAN. Nos attaquants marquent dans leur club, mais avec la sélection, ils sont inefficaces. Il revient donc à l'entraîneur de mettre ses joueurs dans de meilleures conditions pour être plus efficaces. À un mois du match de barrage contre la Tunisie, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, il faut une solution rapide pour corriger cette lacune chez les Aigles, a-t-il plaidé, avant de lancer un ultimatum. Si rien n'est fait d'ici jeudi, je vais déclencher une grève de faim vendredi prochain devant le siège de la FEMAFOOT et j'invite les autres supporters à me rejoindre là-bas, a-t-il prévenu. Les supporters ont visiblement lâché le sélectionneur national Mohamed Magasuba et son staff et lancent un ultimatum pour demander un changement de direction. Affaire à suivre. Et toujours dans le registre du sport, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour les Aigles dames. Battues par la France et la Chine, les Maliennes se sont inclinées encore ce dimanche 13 février 2022 face aux Nigérianes 69-73 lors du troisième et dernier match du groupe B logé à Belgrade en Serbie. Le point avec El Hadji Malik Diteye. 3 matchs, 3 défaites, les Aigles dames du Mali terminent le tournoi de qualification pour le Mondial Australie 2022 sur une mauvaise note. Battus lors des 2 premières journées respectivement par la France puis la Chine, les Maliennes avaient pourtant une opportunité lors de cette 3e et dernière journée de ces éliminatoires de se venger des Nigérianes qui les avaient battis en finale de l'Afrobasket 2021 au Cameroun. Une fois encore, les Aigles dames se sont inclinés devant les 2 Tigresses de Nigeria 69-73, soit juste 2 paniers d'écart. Et pourtant, ce sont les Maliennes qui avaient bien débuté la partie en remportant le premier quart-temps 22-20 avant de s'effondrer lors du deuxième quart-temps 22-13 puis le troisième quart-temps 22-9. En quatrième quart-temps, les Aigles dames s'imposent 25-9 mais insuffisant pour réduire un écart de 21 points. Au final, elles s'inclinent 69-73 face à une équipe nigériane qui était pourtant à leur portée. Ainsi, la route pour le Mondial Australie 2022 s'arrête là pour le Mali qui avait pourtant une opportunité de participer pour la 2e fois à la plus grande compétition féminine de basketball après une dernière participation qui remonte à 2010. Dans l'autre match du groupe, la Chine a infligé à la France une lourde défaite 103-70 et termine leader du groupe B, suivi du Nigeria et de la France. Le Mali termine dernier du groupe B avec 3 défaites en autant de sorties. Petite consolation pour les amoureux du basketball malien, la jeune joueuse malienne Sika Kone, après une très bonne performance lors de ses éliminatoires, figure parmi les 5 majeures du groupe B. Pour rappel, les 12 meilleures sélections participeront à la Coupe du monde féminine de basketball prévue du 22 septembre au 1er octobre 2022 en Australie. Outre le Nigeria, seul représentant du continent africain, les grosses équipes telles que les États-Unis, la Chine, le Canada, la Serbie, la France, entre autres, ont toutes validé leur ticket pour la phase finale. C'est ici que s'achève ce Djoliba Evening News, aimables téléspectateurs. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et excellente suite de programmes sur Djoliba TV News.